Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. L'invité d'aujourd'hui est Vincent McDoom. Bonjour. Bonjour Kate. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. C'est gentil. Alors, je rappelle que vous avez été mannequin, styliste, vous avez été animateur télé, vous avez participé à 2 émissions de télé-réalité. C'est entre autres de cette manière que le grand public vous a découvert. Aujourd'hui, vous êtes consultant de mode et vous êtes aussi comédien, mais ça, on en parlera à la fin de cette émission. Vous êtes originaire de Sainte-Lucie, une île située dans les Caraïbes où l'on parle créole et anglais. Et on vous reçoit aujourd'hui pour la réédition de votre livre « L'homme que je suis ». Alors, ce livre est vraiment à l'opposé de l'image qu'on a de vous. Vous êtes un homme plein de vie, extravagant, pétillant, et l'histoire que vous racontez est vraiment pleine de douleur, de tragédie, empreinte de souffrance. J'imagine que pour vous, ça a été une véritable thérapie que d'écrire cette autobiographie qui est parue en 2004. Pourquoi en faire une réédition? Et n'est-ce pas là l'occasion de replonger dans un passé douloureux? Tout simplement parce que j'ai récupéré les droits de mon livre de la maison d'édition Michel Lafon et beaucoup de gens me disaient qu'ils pouvaient pas trouver le livre et moi j'ai décidé tout seul avec la personne qui s'occupe de moi qui s'appelle Tayeb. On a décidé, écoute, on a pas mal des représentations parce que post-Covid maintenant on est en train d'avoir de boulot qui tombe parce que pendant le Covid j'avais pas beaucoup de travail et maintenant le travail commence à revenir et les gens voulaient toujours quelque chose en fait. Les gens veulent partir avec quelque chose et moi je disais quelle est la meilleure façon de partir parce que les gens, les médias ont fait comprendre qui j'étais mais c'est le contraire de ce que je suis vraiment et la meilleure façon de comprendre qui je suis, l'homme que je suis, c'est de lire mon livre, so j'ai décidé de rééditer. Alors, vous êtes né, avez grandi, je l'ai dit, sur l'île de Sainte-Lucie, dont la superficie, alors c'est une toute petite île, tout petit. 620 km², avec une population à environ 179 000 habitants. 180. Maintenant 180 Ouais. En 2021, c'est à oui, peu près, 180. D'accord. Alors, vos débuts dans cette vie sont difficiles. Voici comment vous racontez votre naissance dans ce monde. Je vous cite. Aidée par les voisins, ma mère accouche avant terme le 27 octobre 1965, à même le sol, comme un animal. Ce petit paquet rouge de colère, trempé de sueur et de larmes mêlées que lui remet la voisine, ma mère n'en veut pas. J'existe depuis moins d'1 heure que déjà me voilà rejetée. Déjà me voilà doomed, marquée par le destin. J'ai beau avoir un père et une mère biologiques, je suis orphelin. On ne veut pas de moi. Je suis une tache dans le paysage. C'est dur. C'est dur, mais c'est la réalité, en fait. Parce que mon père était, si vous voulez, un homme qui était très abusif envers les femmes. Et ma mère n'était pas le premier. Ma mère, elle faisait partie d'une lignère des femmes abusées par lui, qui laisse des enfants avec. Ma mère, elle était enceinte à l'âge de 9 ans, à l'âge de 7 mois dans le ventre de ma mère, ils ont eu une altercation et papa lui a donné un coup de pied dans le ventre. Quand papa il a fait ça, écoute, maman elle a tombé derrière le lit, elle s'est accouchée là. Et mon père, il est parti, il a laissé ma mère là et c'est la voisin qui l'aide à terminer tout. Et on peut comprendre certaines femmes qui peuvent faire une rejet parce qu'il n'y a pas de lien pour le moment, or le traumatisme qu'elle a subi avec, tu vois, cette altercation, mais aussi de donner naissance à un moment où elle n'était pas prête à donner naissance. Je peux comprendre ces genres de choses-là. Et beaucoup des femmes, après la naissance, écoute, il faut un laps de temps, un moment de temps pour qu'ils s'habituent à le fait qu'eux, ils ont un enfant. Regarde Brooke Shields, ce qu'elle a vécu quand elle a eu son enfant. Elle, pendant un moment, écoute, elle a eu du mal à avoir un attachement avec l'enfant et c'était ça qui s'est passé avec ma mère en fait. Mais Et pourquoi le retranscrire de cette manière? Qu'est-ce que ça vous a fait en fait de le retranscrire de cette manière et qu'est-ce que ça amène pour votre vie après votre naissance? Parce que finalement votre enfance a été difficile et on va y revenir. C'était important pour moi d'expliquer le rejet
à un enfant qui ne comprend pas non plus le rejet, en fait. Et cette rejet va quelque part être une fil conducteur dans ma vie à moi en tant que gamin, en tant qu'adolescent, en tant qu'homme, enfin. Et sans que je sache, à un moment dans ma vie, je veux être un garçon qui est tellement différent et tellement rejeté pour beaucoup de raisons, par beaucoup de communautés, en commençant par la famille, la société et la religion. En fait, tout ce que tu attends, on t'a fait quoi qui va te protéger, c'est ces choses-là qui vont te rejeter, en fait. Et je voulais quelque part commencer mon livre pour que les gens puissent comprendre, toi, cette rejet d'un gamin, en fait, n'est pas facile. Mais quand le gamin ressent le rejet depuis son naissance, forcément, ce gamin doit travailler beaucoup plus dur pour faire son chemin, surtout dans la société actuelle qu'on vit aujourd'hui, en fait. Parce que avant le rejet, il était introverti. Maintenant, il est plus à l'extérieur. Tu le sens, cette rejet, tout de suite, en fait. Et c'est cruel, c'est traumatisant pour un enfant. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Un personnage clé dans votre vie est celle de ma grand-mère, famille. Oui, Mama Fa, Elfira Elcock, oui. Votre grand-mère paternelle, hein, qui va vous accueillir et vous élever. Et pourtant, sur cette île, vous dites, je cite, « Tout ira bien si l'on ne parle ni de sexe, ni de religion, ni de politique, autant de sujets tabous gravés dans le marbre de l'hypocrisie sociale. » Et ces deux mots vont revenir systématiquement dans l'écriture de votre livre, hypocrisie sociale. Expliquez-nous. Parce que c'est la vérité, en fait. Je vous donnerai une anecdote qui est quand même assez lourde. De temps en temps, les gens pensent que cette anecdote, il est quand même un peu saugrenu, mais par contre, c'est beau pour moi. En fait, ma grand-mère, c'est une personne, c'est la patriarche de la famille. Et la patriarchie dans une famille hyper catholique qui n'est pas riche, mais qui a une éducation à la bourgeoise. En fait, c'est très important. Sur la mère, le rôle de la mère est très important. C'est presque, on a grandi avec tout ce qui est latin, en fait. C'est ça. Et quand je suis née, mon père, il disait, je n'étais pas son fils finalement. Et ma grand-mère, elle disait, mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Qu'est-ce qui vous prouve que cette gamin n'est pas la tienne? Encore le rejet, en fait. Et ma grand-mère, elle va tout faire pour on voit cet enfant. Elle va aller à l'hôpital, voir ma mère. Après l'accouchement, elle est à l'hôpital et elle va voir l'enfant. Et je dis tout le temps, vous savez, quand vous y allez au marché, il y a un étalage, tu vois, de viande ou de poulet, en fait. Et ma grand-mère, elle arrive et elle va aller sur l'étalage. Et quand elle va sur l'étalage, elle va commencer à soulever, tu vois, les ailes, les pattes de poulet, des choses comme ça, pour voir si le poulet est ce qu'elle a envie d'acheter, en fait. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, elle faisait la même chose avec le gamin. Et mon père est à côté. Et quand elle fait ça, elle trouve ce qu'elle cherche. Et cette chose, tout simplement, mon père ne sait pas, en fait. Et cette chose-là, elle la trouve. C'est une tache de naissance sous mon bras, sous le bras gauche. Et mon père, il ne l'a pas, mais son père a cette même tache. Ma grand-mère va lui donner une gifle et lui, il va vouloir savoir pourquoi. Elle va dire, tous les autres, vous pouvez dire que ce n'est pas la tienne, mais celui-là, il est le vôtre. Et elle va lui montrer ce qu'elle a trouvé. Dès ce moment-là, elle a décidé, eh ben, cet enfant, elle veut elle-même élever cet enfant et pas ma mère. Et c'est pour ça, mon père, il va me kidnapper à un moment donné et me ramener pour que ma grand-mère me élève. En étant chez ma grand-mère, elle a des valeurs, elle a aussi des principes, elle a une éducation qui est faite, mais l'éducation, moi, je suis en train de grandir un enfant, ça se voit, ça s'entend pas. Mais à la fois, le gamin, il est là
comme une forme d'assurance vieillesse pour les personnes âgées. Or, le gamin, il est aussi là en train de faire toutes les tâches ménagères parce que les grandes personnes, ils vont travailler certes, mais eux, quand ils rentrent, écoute, ils se croisent les doigts et eux, ils dictent ce que les gamins doivent faire. Moi, je trouve ça hypocrite. Tu dois protéger un enfant. Un enfant n'est pas là pour travailler comme une grande personne. Un enfant, il est là pour être un enfant, pour aller à l'école et apprendre des choses. Mais c'est nous qui faisions tout le travail, en fait. Et là, un enfant, quand tu es jeune, écoute, là, tu sens, il y a une certaine différence. Cette différence, l'Église ou la société doivent accepter cette différence. Or, tu sens une certaine rejet. L'Église vous dit, écoute, viens vers moi, je vais vous donner l'absolution. Mais là, moi, je viens vers eux et eux, ils sont en train de me dire, non, on vous accepte pas comme tu es, mais vous savez, si vous venez vers nous, on va vous offrir quelque chose jusqu'au moment où ma grand-mère, elle m'envoie pour que je devienne enfant de cœur. Enfant de cœur, écoute, tu vas voir que le prêtre, il fait certaines choses, tu poses la question, mais est-ce que c'est normal? En fait, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et moi, on devait y aller tous les vendredis, faire du catéchisme et aller à, tu sais, le petit boîtier dans l'église où tu dois aller parler de tes péchés. Mais même un gamin ne connaît pas ses péchés. Tu es en train d'inventer des péchés tout simplement pour faire plaisir. Et moi, toute ma vie, je réalisais que toute mon enfance, je faisais plaisir à l'autre et je ne faisais pas plaisir à moi. Et je me disais, mais à quel moment je dois faire plaisir à moi? D'où l'hypocrisie, en fait. Alors, moi, j'arrive pas. Il y a un autre aspect aussi de cette hypocrisie sociale, c'est, on va peut-être rappeler combien de frères et sœurs vous avez et comment, en fait, votre grand-mère paternelle a-t-elle pu accepter aussi, elle très catholique, très pieuse, a-t-elle pu accepter que son fils ait autant de femmes et autant d'enfants? Vous pouvez peut-être nous rappeler combien de frères et sœurs vous avez? Écoute, ça me fait plaisir parce que beaucoup de gens n'en parlent pas. Effectivement, cette hypocrisie, il est là dans ta gueule, en fait. Il est là, il est devant tout le monde. Et c'est comme si c'est une hypocrisie dont on parle pas, en fait. Parce que mon père, il a plusieurs femmes. Mon père, non seulement il a plusieurs femmes, mon père, dans sa tête à lui, le macho, parce que lui, il est quand même macho, un homme, pour que lui, il décide sa masculinité, c'est le nombre des enfants qu'il a. Et le nombre des enfants, il a toujours voulu avoir une équipe de foot. Il a eu 2 équipes de foot avec 8 femmes. So, ma grand-mère, moi, j'arrive pas à comprendre comment elle accepte ça. Et même petit, je comprends ça. Pourquoi tu acceptes que lui, il a ça et personne ne dise rien. Or, on était en train de me dire ce que je dois faire parce que moi, je devais absolument aller à l'église parce que c'était une façon aussi d'enlever le côté ce qu'on est en train de voir, ma différence. Mais moi, je ne vois pas ma différence, en fait. Une belle anecdote, c'est très jeune, ma grand-mère, elle me ramène dans la ville parce qu'on habitait dans une petite patelin et ma grand-mère tous les week-ends elle va faire les courses dans les grandes villes et comme par hasard ce jour-là elle me demande de venir avec elle. Elle a eu un problème parce qu'elle est retoucheuse de mode avec une vêtement. Elle va la ramener chez une copine à elle qui s'appelle Mademoiselle Steve et quand elle va faire ça, moi je vais rentrer, j'ai 6 ans, je vais rentrer dans l'atelier de cette personne-là et là un gamin, tu es comme Alice au pays de merveilles. Tu découvres, si vous voulez, pas l'intitulé de votre métier ou ce que tu as envie de faire dans la vie, mais tu découvres que tu as envie de faire ça. So, moi, dans ma tête, écoute, je pars avec toute cette beauté, des paillettes, des tissus, des choses comme ça. Je sais que j'ai envie d'être créateur de mode, j'ai envie d'être styliste. On joue autour de la table, toute la famille est ensemble. Encore, il faut pas oublier, un gamin, ça s'entend pas, ça se voit. Et on a notre place. Un enfant, c'est comme ça. Et à ce moment-là, on pose la question à tous les gamins qui sont là, tous les cousins, les cousines, les frères et sœurs, et on pose la question, on dit, qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous grandissez? So, moi, j'attends patiemment mon tour, et mon frère, il va être mécanicien comme papa, tu me vois moi avec les doigts dans le cambouis, c'est pas moi. En fait, je suis trop élégant, en fait, à ce moment-là, et mes cousins veulent être hôtesse de l'air, être médecin, et moi, c'était mon tour, et moi, mais avec beaucoup de joie, je dis que je voulais être Mademoiselle Steve. Mais ils n'ont pas compris que je voulais faire le métier
de la dame, on pensait que je voulais être travesti. À ce moment-là, j'ai eu une gifle. Quand j'ai eu le gifle, j'ai eu l'impression que l'œil là, il est parti là, et tu es comme le poisson qui a le deux l'œil sur le côté là. Et là, je dis, mais pourquoi vous avez fait ça? J'ai dit, pas ça dans notre famille. Enfin, à ce moment-là, j'ai compris que j'ai un problème. En fait, tu ne sais pas, c'est les autres qui t'en posent le problème. Non seulement on t'en pose le problème, toute mon enfance, je vais grandir et toute dans la famille, on m'appelle plus par mon nom. On m'appelle Mademoiselle Steve. Et j'avais une seule chose dans la vie, c'est qu'on m'appelle monsieur, qu'on m'appelle tous les autres. Et le seul moment qu'on m'a appelé monsieur, et c'est quand je suis devenu célèbre. Oh, je portais toujours les talons, je portais toujours les robes. Et maintenant, on était en train de m'appeler monsieur. So, j'ai eu ce que je voulais. Mais toujours est-il, dans ma famille, ça reste toujours un problème. On peut rappeler aussi peut-être, parce qu'effectivement, déjà tout petit, vous le dites dans votre livre, vous vous sentiez différent, vous marchiez différemment, vous aviez envie de vous habiller différemment, mais vous ne pouviez pas. Et il y a une scène en particulier avec votre tante Kate. Oh, c'est beau. Vous prenez en fait ces vêtements, mais de manière totalement naïve. Mais je ne pense pas, je réfléchis pas. Et là, vous avez votre grand-mère, Mamafa, et ça en fait une qui scène vient, terrible. elle fait toute une scène. Parce que ma tante Kate, elle est très liée avec moi quelque part. Vous voyez, à mon enfance de 6 ans, ma tante Kate, je le regarde comme une reine de beauté. Elle travaille dans une banque. Elle a fait des grandes études. J'aspire d'être comme elle. Elle vit dans la capitale. Elle revient tous les week-ends. Elle ramène tous ses vêtements pour que ma grand-mère, elle le lave. Moi, je le retrouve les vêtements. Je trouve les vêtements. Je me cache. Je porte les vêtements. On fait des défilés, mais ma grand-mère ne veut pas qu'on porte les vêtements. Et à ce moment-là, ma grand-mère, elle décide, non, elle va me surveiller. Ben, écoute, moi, je prends des cours, hein, pour ça. Je prends des cours et ma grand-mère, elle va voir que je suis différent. Elle va me frapper, mais à la fois, elle me protège. Elle me prend dans ses bras, elle me dit, si je fais ça, c'est parce que tu es différent, tu es unique. Si les gens te disent que toi, tu as un problème, non, tu dois utiliser cette différence va faire ta force et cette différence va faire en sorte que tu deviennes qui tu dois devenir plus tard dans la vie. Encore une hypocrisie contradictoire. En fait, mais à ce moment-là, elle a quand même envie que vous deveniez prêtre. Elle vous trace votre destin, votre métier, votre avenir. Parce que c'est la matriarche de la famille. C'est elle qui décide. Tous les dimanches, on va à l'église. À l'église, quand tu reviens, toi, le prêtre parle avec tous les concitoyens, des choses comme ça, et le prêtre, il demande encore. Je ne sais pas pourquoi les personnes adultes sont tellement omnibulées parce que les gamins vont devenir. Et le prêtre pose la question, mais tu vas devenir quoi? Et c'est elle qui répond à ma place. Elle va dire, eh ben, écoute, il va devenir prêtre comme vous. Moi, je le regarde, mais je n'ai pas envie de devenir prêtre. Taisez-vous. En fait, le prêtre, il est tellement content et il aiguise le dent parce qu'il sait qu'est-ce qui se passe de toute façon. Hein. Je vous dis, je suis devenu enfant de cœur à cause de ça. Moi, encore, toute cette hypocrisie. Ma grand-mère, elle joue dans cette hypocrisie, mais elle, à la fois, elle est en train de vous préparer. En fait, elle vous dit une chose et elle fait tout le contraire. Et un enfant n'est pas prêt, n'est pas... je suis pas prêt pour ça, en fait. Et puis votre vie va basculer, Vincent. Vous le dites à plusieurs reprises dans ce livre. À Sainte-Lucie, l'enfant est un objet de consommation, malgré lui. Et vous allez être victime de cette coutume au sein même de la famille, puisqu'un homme va épouser votre tante Kate. Et qu'il sera l'auteur de ces atrocités. Vous n'avez alors que 9 ans. Ça. C'est toujours important d'en parler, surtout maintenant, parce que c'est influent, il faut combattre et il faut absolument à tout prix que la honte change de camp. Malheureusement, quand tu es gamin, tu ne sais pas que tu as de droits et tu ne sais pas non plus que tu peux en parler. Mais la société a fait en sorte que c'est toi qui es le victime, mais à la fois, tu dois avoir peur de la personne. Dans une île comme Sainte-Lucie, il n'y a pas de prescription, en fait. Ça, c'est quelque chose qui doit arriver. Il ne doit pas avoir de prescription, en fait. Et le gamin ne connaît pas ça non plus. Voilà, parce que vous le dites, il y a un décalage entre les enfants
qui vivent en France métropolitaine et les enfants qui vivent à Sainte-Lucie? Parce qu'il y a une certaine protection, parce qu'il y a une prescription sous certaines choses, mais moi, je pense qu'il ne doit pas avoir une prescription sous le viol d'un enfant. Un enfant doit pouvoir parler à n'importe quel âge. Il a été violé et les personnes, on devait aller vérifier. Parce que je peux comprendre que il y a des personnes qui peuvent dire que certaines choses ont été faites et c'était pas vrai. Mais malheureusement, si une vraie enquête n'est pas faite, tu peux pas savoir. C'est un peu dommage maintenant que avec les réseaux sociaux, tout le monde devienne le jury sous la presse vous condamne avant. Mais malheureusement, un enfant va pas mentir sur quelque chose comme ça. Et moi, ma tante, elle était enceinte. Et quand elle était enceinte de son premier enfant, ma grand-mère, il y a certaines choses qu'elle ne pouvait pas faire. Elle ne vivait pas à côté. Et moi, j'étais le neveu préféré. So, ma grand-mère m'a demandé d'aller vivre avec elle le temps qu'elle a l'enfant pour que je puisse lui aider dans la maison. Il faut savoir, on peut un garçon... aussi votre relation aussi avec votre tante Kate qui fait que peut-être ce sont les motivations de votre Effectivement, grand-mère. parce qu'elle et moi, je suis son meilleur neveu. Je suis quelqu'un elle est très attachée, en fait, et elle a réalisé cette différence. Et cette différence, elle est très ouverte d'esprit, mais malheureusement, c'est pas sa faute. Mais elle va se mettre avec une personne, cette personne, en fait, il est pervers, elle ne le voit pas, et finalement, je suis chez elle. Quand la personne, il rentre au travail très tard, elle est enceinte, au lieu d'aller dans sa chambre à elle, il passait d'abord par ma chambre, et là, il me viole. Ces viols-là vont continuer pendant des années, et un jour, ma tante, elle va tomber sous une de ces viols-là, elle va faire le nécessaire, et je parle de le viol, tu vois, d'une manière, c'est douloureux, mais moi, en parlant, je l'utilisais, c'est comme si c'est un couteau, on est en train de te percer, parce qu'à chaque fois, la pénétration, c'est comme le couteau qui te perce, et j'explique ces choses-là, mais malheureusement, beaucoup de gens traversent ces choses-là, beaucoup de gens n'en parlent pas, mais je pense maintenant, il faut vraiment qu'on en parle, et si nous, en tant que personnalité, on a une plateforme, on a la visibilité, les gens croient ce que nous sommes en train de dire. C'est à nous aussi de percer cet abcès, c'est à nous aussi de mettre en avant, tu vois, cette fluide qui est vraiment un problème pour nos enfants. Pas à l'époque, mais toujours aujourd'hui. Et on le voit souvent. Alors, votre livre est tout de même très dur à lire parce qu'effectivement, vous racontez ces scènes de viol. Moi, je vous l'avoue, voilà, c'est toujours difficile d'imaginer, moi qui suis maman, d'imaginer qu'un enfant a subi ça, et je sais que vous l'avez fait parce qu'il fallait extérioriser ça. C'est important pour moi parce que je grandis avec ce côté silencieux, en fait. Et le silence n'est pas bon. Beaucoup de gens pensent... Pourquoi vous n'avez pas parlé pendant toute cette période? Pourquoi avoir attendu d'être adulte et d'être venu ici en France pour finalement libérer la parole? Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que tu habites dans une petite île qui est homophobe, une petite île qui est, si vous voulez, qui est très, la religion joue a une place importante, la famille a une place importante, et il faut savoir que nous, dans notre famille, il y a une hiérarchie, et cette hiérarchie, il faut absolument respecter cette hiérarchie. Cette hiérarchie, c'est si quelqu'un a un jour ou un mois plus âgé que toi, c'est lui qui dise la vérité. C'est jamais toi, en fait. So, moi, je ne pouvais pas le dire. Et mon oncle, il me dit, si jamais tu le dis, je veux le dire le contraire. So, vous avez cette clé Damoclès sous la tête. Votre tante surprend une scène Ouh là là. chez elle, dans votre chambre, entre son mari et vous. Voilà, donc là, il n'y a plus rien à dire, en fait. Les faits sont là. Les faits sont là, mais aussi ma tante, elle est enceinte, elle est encore plus traumatisée que d'autres choses. So, elle va faire tout le nécessaire, elle va me nettoyer, elle va me renvoyer chez ma grand-mère, mais à ce moment-là, elle veut plus me voir. Non seulement elle veut plus me voir, dans sa tête à elle, c'est moi qui
c'est à cause de terrible. moi ça s'est arrivé, en fait. Je vais vous raconter une autre anecdote, en fait, qui est horrible. Moi, je connais des gens proches de moi qui, la femme, ses 2 filles ont été violées. Et ces 2 filles étaient violées à l'âge de 7 ans et l'âge de 9 ans. On joue la maman, elle rentre, elle touche sa plus jeune fille en sang. Elle ramène les 2 filles chez le médecin et le médecin va réaliser que les gamins, le 2 étaient violés, elles ont plus d'hymen. La maman, qu'est-ce qu'elle fait? Vous croyez qu'elle va quitter le monsieur? Non, elle va prendre les enfants, elle va ramener chez sa mère et elle ne veut plus rien avoir avec ses enfants et elle va rester avec ce monsieur qui viole ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine dépendance de la femme. Malheureusement, c'est une mentalité, une certaine dépendance parce qu'on fait croire à la femme, tu dois être jolie, tu dois toujours être serviable et toujours faire tout ce qu'un homme demande, en fait. Sur la femme, non seulement elle n'a pas fait des études, elle est dépendante de le mec, elle est dépendante de tout. Et l'argent est roi. L'homme, il ramène. Si la femme, elle n'avait pas le mec, ben écoute, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle restait avec le mec pour ça. Et ça, c'est le quotidien de beaucoup de femmes. Et ça, c'est le quotidien de beaucoup des enfants. Il faut pas oublier ces choses-là. Ça existe toujours. Aujourd'hui, on n'en parle pas, mais il existe. Enfin, beaucoup de gens s'érigent, tu vois, un sauveur pour défendre des causes. Ils n'ont pas été touchés personnellement par des causes comme ça. Et quelque chose qui m'est arrivé une fois. Il y a eu comment j'avais dit ça? Une association des enfants abusés et quelque chose comme ça. Et le parent ou la marraine était Carole Bouquet. Et en fait, tu devais acheter un cadeau ou acheter une chose et l'argent que tu achetais, vous devez envoyer cet argent-là à cette association. Et moi, qui a vécu j'ai déjà été connu, hein, j'étais chez Paris Première, j'ai acheté un livre qui était très important. Je me rappelle pas le nom de le livre, mais c'était un livre d'une personne qui fait des films, Ken Park, en fait. Le livre Ken Park. C'était quelque chose comme ça. Et où ça explique des choses atroces qui est fait à des gamins, en fait. C'est horrible. Et j'achète ça et j'envoie l'argent. Et l'association a dit, il veut pas de l'argent, en fait, tout simplement. Parce que Madame Bouquet, c'était important que son image, tu vois. Mais Madame Bouquet, elle n'a pas vécu ce que j'ai vécu. En fait, pourquoi vous prenez pas des personnes qui ont vraiment vécu, qui a le langage et qui a la sensibilité de dont ils parlent, en fait. Sauf finalement, l'association a refusé parce que ce qui était dans le livre, ou l'histoire de Ken Park, le problème qui était dedans, mais excusez-moi, je pense que c'est important que les gens sachent qu'il y a des personnes qui abusent des enfants, qui sont en train d'utiliser des enfants. Et la façon qu'ils utilisent les enfants n'est pas bien, en fait. Quand on voit des animateurs, en fait, qui ont eu des problèmes, tu vois, qui sont maintenant fichés par rapport à leurs activités sexuelles avec des jeunes personnes, mais toujours est-il, on leur laisse les plateformes pour qu'eux, ils puissent être là, en train de faire croire. Mais c'est quoi le problème dans la vie? Et là, moi, je parle de beaucoup de personnes. Regarde, un bon exemple, c'est Morandini, en fait. Tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. Et toujours est-il, on lui donne la plateforme parce que, qu'est-ce que cette personne-là? Est-ce qu'il a des dossiers? Il a des gens par les couilles? Je ne sais pas, en fait. Tu vois? Tout le monde le sait, il est partout dans la presse. Tout le monde le sait. Mais Morandini, il continue en toute impunité. En fait, moi, j'arrive pas à comprendre. Regarde Jacques Lang, aussi l'histoire de Jacques Lang. Moi, j'arrive pas à comprendre. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien du tout. Et ces personnes-là sont invitées, tu vois, à Versailles, avec le roi, et des choses comme ça. Moi, j'ai tout ça. Encore l'hypocrisie de la société dans laquelle on vit. Et malheureusement, si personne n'en parle, rien ne va se faire. Moi, je dis tout le temps, mes désirs font des ordres. C'est beau de dire mes désirs font des ordres. Peut-être mon intégrité fait en sorte que les gens ne veulent pas travailler avec moi parce que je suis trop direct dans ma façon de faire. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tort.
Ça ne veut pas dire que j'ai tort. C'est tout simplement, je déteste parce que je l'ai vécu, en fait. Sur cette hypocrisie de prendre des personnalités, tu vois, que eux cautionnent malheureusement, mais par contre, ils deviennent le voix de cette chose-là pour lequel qu'ils cautionnent. Mais je trouve, il y a une hypocrisie là-dedans et ça m'agace, en fait. Ça m'agace au plus profond de moi. Malheureusement, les gens choisissent de voir l'emballage, tu vois, que j'ai, au lieu de chercher à savoir ce que j'ai vraiment vécu, ou de refuse de... Parce que toute ma vie, j'ai essayé d'avoir une place à la table et moi, j'ai ma place, mais on me le donnera pas parce que tout simplement, ce que j'ai dit, eh ben, écoute, ça crée des ordres, en fait, tout simplement. Mais votre combat est juste. Personne ne peut dire le contraire, même les politiques. Vincent, on va revenir sur votre parcours parce que vous vous êtes battu, toute votre vie, vous vous êtes battu, mais en même temps, vous êtes resté focus sur vos objectifs. Et il y a un livre en particulier qui vous a aidé, c'est Un été à Paris. Et ça, quand vous avez lu ce livre, vous vous êtes dit, là, moi, je sais où je vais, où je veux aller, où je veux habiter. Même si votre parcours a été semé d'embûches, en arrivant. Mais je ne regrette pas, en fait. Parce que si je regrette, je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui. Mais alors, quand on vous voit, on voit le Vincent jet-setter, on voit le Vincent styliste avec ses belles paires de chaussures à talons, voilà. Mais on ne sait pas que derrière, peut-être ce personnage, voilà, vous êtes arrivé en France. Alors, vous êtes venu 2 fois en France, mais on va pas tout raconter parce que le but aussi, c'est que les gens achètent le livre. Voilà, et lisent votre histoire pour vraiment mieux vous connaître. Mais lorsque vous êtes arrivé en France, vous avez été quand même SDF, vous avez vécu pendant quelques années sans papier. Ça a été très, très difficile. C'est bizarre de faire ce parcours encore, mais c'est important de faire ce parcours parce que les gens ne le connaissent pas. Oui. Ça fait partie de moi. Parce que, en fait, je suis arrivée en France et même encore là, c'est magnifique, cette histoire. Je suis arrivée en France sans un sou, sans un rien dans la poche, mais je ne pouvais pas rester à Sainte-Lucie. Je ne pouvais pas. Je suis partie pour faire mes études aux États-Unis, mais les États-Unis d'Amérique, c'est pas là j'ai envie d'être. Dans mon enfance, je bouffais des livres, tu vois, des livres à l'eau de rose. Et il y a cette écrivaine qui s'appelle Barbara Catland, elle écrit des livres, et sous les livres, il y a toujours une jolie couverture. Hein. Et j'ai lu cette chose, et il y a ce mec qui s'appelle Fabio, tout le monde le connaît, Fabio, à l'époque, c'est ce monsieur blond, avec des cheveux très longs dans le vent, et lui, il a une jolie femme dans les bras. Mais je m'intéresse pas à l'homme, je m'intéresse pas dans la femme, parce que voilà encore, c'est là ma sexualité. La sexualité n'est même pas importante pour moi. J'ai quand même 19 ans. La sexualité n'est pas importante pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est je vais voir une monument qui est fantastique. Cet monument, c'est le Tour Eiffel. Et cet monument, il m'intrigue. J'arrive pas à comprendre comment une monument, j'aimerais bien savoir où cet monument existe. Cet monument, non seulement il existe quelque part, j'ai envie d'être là. Parce que là, je vois le symbole de la liberté quelque part et de l'ouverture d'esprit. Parce que pour moi, c'est ça. Parce que c'est quand même une porte jartelle. Mais il y a cette monument qui est un peu phallique, mais qui est habillé en dentelle. J'arrive pas à comprendre. En fait, cette confusion, je dis, moi, j'ai envie d'être là. Et un jour, je rentre dans un concours de mode à Sainte-Lucie. Ce concours de mode, je rencontre Gilles Marais, qui est l'attaché culturel là-bas. Et lui, il m'envoie en France. Moi, je fais 1 an de stage chez Paco Rabanne. Je retourne à Sainte-Lucie. Et Monsieur Marais qui me dit, non, Monsieur McDoom, vous avez quelque chose. Je comprends, à Sainte-Lucie, vous ne pouvez pas avancer. Je vous renvoie en France avec le gouvernement français à l'époque. Monsieur Romanas Lantico et Jake Compton, ils m'en renvoient en France. Quand je suis arrivé en France, cette fois-ci, c'est pour faire mes études à l'école ESMO de Paris. Mais après mes études, j'ai pas envie de rentrer. Et c'est difficile. Et on vit une époque difficile sous le gouvernement de Charles Pasqua. Je l'ai vu arriver et j'ai eu l'expérience
la chance que j'ai eue, c'est que je suis un garçon efféminé, je suis très élégant et ça m'a sauvé quelque part. Où tout le monde dit que c'est un problème, là, ça m'a sauvé. J'ai le cheveu long, je suis un peu métisse. Personne va croire que je suis SDF. Personne va croire que moi, je peux faire un problème en France. Et je vois, tu vois, dans le 18e, le marché poissonnier là, vous voyez des cars, des polices arriver, bloquer tout un marché, en train de mettre des gens noirs et arabes dans des camions et de l'envoyer directement. Tu vois, je suis Charles Pasqua. Ça fait peur à la fois, mais tu dis quand même, tu passes et personne ne... En fait, tu passes inaperçu. En fait, tu passes complètement inaperçu. Et là où est la justice, en fait, quelque part. Mais tout ce moment-là, je compris, c'est parce que ces personnes-là sont des gens qui n'ont pas de papier et moi, je n'ai pas de papier non plus. Et là, je sais pas quoi faire. Or, je travaille pour des créateurs, je travaille gratuitement et les créateurs vous donnent des vêtements en échange. Les créateurs ne comprennent pas que vous devez vivre, vous devez acheter à manger, vous devez avoir une toit, vous devez payer des choses basiques, les loyers. Eh ben, écoute, non, je devais porter ces vêtements-là, je vais aller travailler et là encore, il y a une certaine hypocrisie parce qu'on veut que vous travaillez, mais on veut pas vous payer parce que vous avez pas les papiers, mais on veut pas vous faire les papiers parce que ça coûte trop cher à la société pour faire le papier. J'en ai vécu des choses, mais incroyables. Et moi, jusqu'au moment, je n'avais pas d'argent, je n'avais nulle part à habiter. J'ai vécu dans les cages d'escalier, j'ai vécu aussi dans les métros, jusqu'au moment où j'ai presque eu une viol aussi. Ce qui je suis, j'explique ça dans mon livre. Et à un moment, en fait, je vais rencontrer certaines personnes qui étaient là pour moi, en fait. Et tu sais, dans la vie, vous savez, des gens rentrent dans ta vie, beaucoup de gens. Mais ma grand-mère et ma maman, elle est importante. Elle va dire, les gens rentrent dans ta vie pour une raison, une saison ou pour une vie. Et c'est à toi de savoir où placer ces personnes-là. Il y a des personnes qui rentrent peut-être un mois, une journée. La personne a servi ce qu'il devait faire, il passe. Il y a une personne qui va rester avec toi une saison. La saison, ça peut être 1 an, 5 ans, 10 ans, mais finalement, c'est pas ta personne. À un moment, la personne s'en va. Mais il y a des personnes qui sont là pour toi. Une personne va rentrer dans ma vie, plusieurs personnes derrière, et c'est toujours des femmes. Toujours des femmes. Et il y en a une en particulier. Il y en a deux. Alors, il y en a deux, mais moi, j'aimerais, alors vous pouvez les nommer. Mais je parle d'une qui va me sauver, en fait, c'est Madame Claude Allègre. Madame Claude Allègre. Monsieur Allègre, il était ministre de l'Éducation à l'époque et sa femme, elle est toute petite, elle avait une physique que les grands créateurs ne pouvaient pas habiller. Elle me demande, elle me sollicite parce qu'elle a vu un article sur moi dans le Marie-Claire, elle vient de me voir et là, je découvre une femme de ministre qui vient de me voir dans un appartement, je partage avec quelqu'un et elle me dit, j'aimerais bien que vous m'habillez. Là, je commence à l'habiller et à partir de ce moment-là, cette femme, elle va me donner de travail pour que je puisse avoir un appartement. Et là, tu prends plus de confiance en toi parce que quelqu'un paye pour tes services. Parce qu'il faut savoir quand tu ne payes pas quelqu'un, la personne n'a pas de confiance en lui, la personne n'a pas d'estime. Quand tu payes, la personne dit, eh ben, écoute, moi, j'ai une valeur. Cette personne réalise que j'ai une valeur. La personne, il me paye de ce que moi, je vaux. Et elle a fait ça pour moi. Et petit à petit, eh ben, écoute, je commence comme une fleur à éclore. Et je vais rencontrer des personnes très importantes. Des personnes très importantes, comme le nouveau directeur artistique de Louis Vuitton qui s'appelle Marc Jacobs. Marc Jacobs est devenu son assistant, en fait, à travers des amis comme André Walker. Ben, écoute, petit à petit, je vais faire ma place et là, je vais rencontrer une dame. Encore, c'est toujours une dame et c'est toujours des femmes qui changent le cours de ma vie. Quelqu'un de spécial qui s'appelle Sabrina Azoulay. Et Sabrina Azoulay, tout simplement, elle me voit dans une boîte de nuit pour lequel je travaille parce que je travaille chez Vuitton dans la journée avec Marc Jacobs et le soir, eh ben, écoute, j'ai essayé de gagner de l'argent pour vivre. Eh ben, là, je fais le RP
Sabrina Azoulay, elle rentre parce que cette boîte, c'est une boîte où toutes les gens très connus, branchés, les acteurs, des choses comme ça, moi, je travaille là-bas, je rencontre toutes ces personnes-là. Et Sabrina, elle vient pour présenter un documentaire d'un journaliste qui s'appelle Eric Darn, qui travaillait pour la Libération à l'époque. Il écrivait une chronique de nuit derrière. Et là, il me présente à Sabrina. Sabrina, elle me propose de faire une casting. Je suis pas acteur, je suis pas à l'époque, tu vois, et moi je dis non, mais elle insiste, elle est très gentille. Je vais à cette casting et le casting est tout simplement pour devenir présentateur, parce qu'elle voulait à l'époque, remettre... on vous a appelé speakerine. Oui, elle voulait Paris remettre Première. au goût du jour ces métiers de speakerine, mais elle ne voulait pas prendre une femme, elle ne voulait pas une autre Patrick Simpson-Jones ou le présentateur qui présente Fort Boyard. Elle voulait quelque chose de différent. Et là, cette belle ouverture d'esprit a fait en sorte que Sabrina Azoulay dit que j'aimerais bien ce garçon. Et c'est comme ça, elle me fait rentrer chez Paris Première. Et c'était en l'an 2000. Elle écoutait ce que je disais. Et ce qu'elle disait, elle disait, ah ben écoute, comment vous voyez présenter ça? Et je ne veux pas changer qui vous êtes. Et j'ai dit, j'aimerais bien le faire comme une page de mode parlante. Elle me dit, eh ben écoute, vous le faites comme vous voulez. Elle m'a laissé cette liberté. Sur tous les jours, c'était comme si une page de mode, vous voyez, qui parlait aux gens, qui venaient débuter la soirée, qui terminaient la soirée avec et qui faisait le météo, parce que j'étais Miss Météo pendant un moment. Ça faisait bien. Sauf que ça a quand même bousculé le champ audiovisuel, le PAF. Dans le monde du PAF, ça a bousculé les esprits, cette mentalité. Et je suis conscient de ça. Et ça n'a pas forcément plu à tout le monde, notamment aux anciennes speakerines. Evelyne Leclerc. Entre autres, pour ne pas la citer. Mais malheureusement, elle disait qu'il va jamais faire carrière. Tu vois, c'est pas possible. Mais et puis à l'époque aussi, on s'interrogeait aussi. On vous demandait qui vous êtes. Vous êtes trans, vous êtes drag queen, vous êtes travesti, vous êtes qui vous êtes en fait. Waouh, c'est joli cette transition parce que c'est très important. Parce que quand je suis arrivée à la télévision française, il n'y en avait personne comme moi. Or, vous voyez des personnes comme ça exister dans la télévision étrangère, même à Londres, comment je vais dire ça, en Australie, aux États-Unis, on voyait des médecins, on voyait des personnes comme ça qui existaient. Mais en France, nous sommes 25 ans en arrière. Je suis arrivée et peut-être les Français, la télévision, c'est pas les Français. Il faut remettre les choses à leur place. C'est pas les Français, parce que la télévision française, c'est quelque chose qui est 25 ans en arrière. Non seulement ils sont 25 ans en arrière, la télévision française n'est pas adaptée exactement en retard. Non seulement la télévision française n'est pas adapté par rapport à la diversité qui existe dans la population française. En fait, vous voyez plutôt, malheureusement, beaucoup de vieils hommes blancs qui fait la télévision. Et de temps en temps, on va aller chercher, tu vois, une personne pour dire qu'on a la diversité. De façon qu'on a parti chercher Harry Roselmack. Et moi, je dis tout le temps, Harry Roselmack, c'est un homme blanc qu'on a trempé dans du chocolat parce que quelque part vous êtes dur là. Oui, je suis dur, je suis conscient de ça parce que il a le physique assez blanc, il a la structure de visage, mais c'est dommage qu'on lui a pas pris parce que il était bon, on lui a pris parce qu'à un moment il fallait un présentateur comme lui, noir en fait. Ben, c'est ce qu'on a parce que c'est important, positive. Oui, mais c'est important parce que aussi c'était une année politique pour Nicolas Sarkozy. Il fallait absolument le vote de la communauté noire. C'est important. Surtout des stratégies quelque part, en fait. Mais lui, on l'a mis là et lui, il est devenu, tu vois. Et moi, il y a un moment, si le mec, il est bon pour le travail, il faut lui donner le travail. Pas parce qu'il est noir, en fait, il faut le donner. C'est la même façon que moi, je voulais pas. Certes, je suis arrivé à la télé. Certes, c'était nouveau. C'était important. Mais nous étions
assez en retard par rapport à ça. Mais je ne voulais pas qu'on me voit comme la personne efféminée de service. Je voulais tout simplement être, tu vois, une autre personne, une autre forme de diversité. De la même façon qu'on ne voit pas assez d'Asiatiques. Or, il y a une grande population asiatique, en fait. Et soudainement, on voit la communauté trans qui commence à faire une espèce de militantisme assez agressif pour être là, en fait. Moi, je n'avais pas besoin de le faire d'une manière agressive. Je le fais, tu vois, d'une manière très chic et très élégante. Et le public me le donne bien. Et c'est pour ça le public en demande, en fait. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, je peux vous lire un message que j'ai eu aujourd'hui où les personnes vous disent la façon dont vous militez, en fait, nous donne envie de vous écouter et d'aller dans votre direction. Moi, ma grand-mère encore, elle a dit, c'est pas avec du vinaigre que vous allez attraper de mouches, c'est avec du miel. So, c'est la façon dont c'est fait. Et de l'agressivité, ça ne rapporte rien vraiment. Mais il faut déranger les choses, mais dérangez-le d'une manière où tu agresses personne. Et c'est ce que je me tâche de faire avec ma façon de militer. Mais j'ai pas besoin d'être dans la rue avec une plume dans le cul, dans le gay pride, en train de dire que je suis différent. Et non, je pense des choses comme ça exacerbe en fait le montée de l'homophobie qu'on est en train de voir en ce moment et le montée de transphobie on est en train de voir dans la société actuelle en fait. Et là, c'est une discussion, il faut en avoir malheureusement. Quand on vous invite sous les plateaux de télévision, on veut que vous venez amuser le galerie, mais on veut jamais écouter ce que vous avez vraiment à ramener et c'est un peu dommage. Ça, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous ne voulez plus être la folle de service, entre guillemets. Bah non. Vous vous êtes senti comme ça? Vous vous êtes senti? Parce qu'à un moment, on voulait tout simplement que vous venez amuser le galerie et dire, on a une comme ça. Mais j'avais beaucoup plus de choses à ramener, mais je suis pas réfractaire à l'apprendre, en fait. Beaucoup de gens sont réfractaires. Ou beaucoup de gens, je déteste parler avec quelqu'un. Quand tu es en train de parler avec la personne te dit, je sais. Quand tu me dis, je sais, écoute, tu coupes court à la conversation. Je peux pas continuer la conversation. Moi, j'ai envie d'apprendre. Je suis comme une éponge, en fait. Et moi, j'aimerais bien aussi que quand on me fait ça, l'éponge, tout tombe. Et tout ce qui tombe, moi, j'ai envie de ramener les gens vers le haut et pas tirer les gens vers le bas. Moi, certes, peut-être je n'ai pas le verbe en français ou la façon de le dire, mais je réfléchis de temps en temps en anglais avant que je parle en français. Et moi, je le fais de traduction directe. C'était dans ma façon de faire les choses. Et peut-être la façon qu'on dit quelque chose qui est très élégant en anglais, mais quand tu le fais la traduction en français, peut-être c'est beaucoup plus difficile, mais c'est pas difficile. Je dis tout ce que je dis avec beaucoup de bienveillance, en fait. Moi, tant que nous sommes là en train de bondir, tu vois, cette drapeau, si vous voulez, d'alphabet, je pense qu'on n'a rien fait encore. On n'a pas beaucoup avancé quelque part. Le jour qu'on brandit pas ça, en train de dire, nous sommes là, on a besoin que vous nous acceptez. Moi, je suis désolé, quand les gens vous acceptent, vous n'avez plus à justifier cette chose-là. Et vous devez faire tout pour faire en sorte. C'est pas un brandissant, tu vois. Et quand je regarde, tu vois, tout ce qui se passe dans le monde par rapport à la Gay Pride, mon Dieu, il y a des choses qui me choquent. Moi, en étant quelqu'un, tu vois, que les gens disent qui fait partie de cette communauté, en fait. Ça me choque. Ce qui me choque, Qu'est-ce qui vous dérange justement dans cette communauté alphabet, comme vous l'appelez, et qu'est-ce qui vous perturbe et vous pensez qu'ils en font trop? Non, quand même, il faut déranger pour avancer, certes. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est ce qu'on fait subir aux enfants, en fait. Un enfant a le droit, lui, certes, on dit de choisir sa sexualité. Mais par contre, l'enfant a le droit quand il devienne à l'âge adulte. Mais en ce moment, ce qu'on est en train de voir, en ce qu'on impose, moi, je n'aime pas qu'on impose la sexualité à un enfant. On me dit qu'un enfant n'a pas de sexualité. Là aussi, de l'hypocrisie. Quand tu l'imposes, forcément, c'est parce que vous avez vu que là, il y a une certaine sexualité. C'est pour ça, ça peut vous intéresser. Et ce que moi, j'ai réellement un problème
avec, c'est, j'ai l'impression qu'on est en train de s'intéresser à la communauté alphabet, on est en train de manipuler politiquement aussi le T dans la communauté alphabet parce qu'on est en train d'essayer de faire en sorte de rayer, tu vois, dans le code criminel, quelque chose qui a à voir avec la pédophilie, parce qu'il y en a beaucoup de gens. La pédophilie, quand même, il existe. Il faut appeler un chat un chat. Il existe, et beaucoup de gens dans la haute sphère de pouvoir, il existe là. Ça fait partie de leur culture, en fait, démonique. C'est comme ça. Et malheureusement, j'ai l'impression, et les gens le voient pas, en fait, qu'on est en train d'essayer de faire en sorte, je suis navré, je suis pas le seul qui le dise, tu vois, d'essayer de rayer, tu vois, cette chose dans le code criminel par rapport à la pédophilie pour légaliser quelque part cette chose-là. Et quand on légalise, eh ben, écoute, c'est ouvert à tout le monde. On a vu qu'est-ce qui se passe avec Gabriel Matzneff. Il est où maintenant? Tu vois, il le dit devant tout le monde. Mais, tu vois, l'autre jour, j'étais en train de regarder une émission de télé comment il s'appelle ça? Je me rappelle plus le nom de la personne. J'ai pas mon téléphone. Et le chose, c'est, on est en train de parler de la pédophilie. Et quelqu'un qui a facilité tous les agissements de Matzneff était sur le plateau en train de parler. Encore l'hypocrisie, en fait. Encore, et c'est agaçant. En fait. Exactement. Et vous pensez que justement cette moi, ça touche aux enfants en fait. Et moi, un enfant, on dit qu'un enfant n'a pas le droit de conduire, n'a pas le droit de boire de boire d'alcool, n'a pas le droit de fumer, n'a pas le droit de prendre le drogue. Mais un enfant de 4 ans, s'ils disent qu'il n'est pas femme, il n'est pas garçon, il est femme, on a le droit de changer son sexe. Les parents, par procuration, quelque part, ils doivent changer la sexualité des enfants. Mais qu'est-ce qui se passe entre enfance, préadolescent, adolescent et adulte? En fait, c'est pendant le préadolescent et l'adolescent, on expérimente avec la sexualité pour savoir, parce que tu peux essayer avec un autre garçon, une autre fille de ton âge, et après tu dis, ah ben écoute, j'ai expérimenté, c'est pas ce que je veux vraiment, en fait. Mais tu te rends compte, à 4 ans, à 5 ans, en fait, je trouve ça, c'est une forme d'abus quelque part. Quand je vois des personnes comme Charlize Theron, comme Megan Fox, comme Gabrielle Union et son mari, qui sont des grandes personnalités, parce que les enfants sont des sacs à main pour ces personnes-là. On est en train de habiller le gamin en toutou et des choses comme ça. Non, en fait, c'est traumatisant pour le gamin aussi. On pose jamais les questions. Certes, le gamin veut expérimenter, en fait. Il faut le laisser, mais il faut pas non plus imposer. Et moi, on est en train de voir cette imposition aux des enfants. Le place d'une travestie, le place d'une drag queen, le place de ces personnes-là n'est pas dans une école. On envoie un enfant à l'école pour apprendre, en fait. On apprend pour apprendre le maths, les choses comme ça, mais pas pour apprendre. On voit maintenant, tu vois, dans des crèches, en Allemagne, tu vois, on a des salles où les gamins, on peut les laisser aller, les gamins, pour aller expérimenter sexuellement. C'est quoi ce monde dans lequel on vit? Moi, c'est pour ça que je dis, le place d'une drag queen, une travestie, des choses comme ça, n'est pas dans une école, en fait. Tant qu'à faire, au lieu de ramener le travesti dans l'école, ramène carrément l'enfant dans la boîte de nuit. Oh, il n'a pas le droit d'aller dans la boîte de nuit. Encore, c'est une hypocrisie, en fait. Quelque part, moi, je suis pour. Parce que les personnes qui sont en train de vouloir, en fait, qui militent pour que les enfants puissent faire ça, en fait, ces personnes-là sont des abuseurs des enfants, en fait. Et quand moi, je dis « leave the kids alone » et vous me dites « non, il faut que les enfants… » Non, il y a un problème. Je dois protéger les gamins des personnes comme vous. En fait, il y a un problème. Et nous, en fait, on est en train de maintenant utiliser cette chose-là et politiser cette chose-là, malheureusement. Et finalement, on va essayer de normaliser. C'est pas tout, il faut normaliser. La sexualité d'un enfant, en fait, il faut lui laisser lui faire des expériences. À l'âge de 18 ans, il a l'âge de décider. Mais on oublie
aussi. On rappelle quand même, laissez-lui faire ses expériences, mais pas sexuelles, parce que ça Mais reste un exactement. enfant, attention, Mais, voilà. mais le problème est là. Le gamin, il faut faire ses expériences. Mais en fait, normalement, il doit pas le faire quand il est jeune. C'est un gamin. Non. Mais en ce moment, on est en train de laisser faire. Cette laisser faire, eh ben, écoute, c'est une ouverture à tout, hein. Alors, en France, donc, il y a l'introduction de l'éducation sexuelle dès le premier degré depuis quelques années. Je suis pas contre ça. L'éducation sexuelle, c'est important, mais c'est la façon que tu ramènes le sujet. Mais maintenant, le sujet n'est plus, il y a plus d'excuses, tout est ouvert. Alors, je vais terminer. Il y a des associations, en fait, qui appuient fortement cette introduction de l'éducation sexuelle en disant qu'il faut lutter contre les stéréotypes de genre sur les questions d'homosexualité, bisexualité, asexualité, transidentité et polyamour qui font partie, selon ces associations, de la réalité des jeunes. Les associations, c'est SIDAction, C'est trop tôt. le planning familial et SOS homophobie. Pour moi, c'est trop tôt d'imposer tous ces gens sur le gamin. Le gamin, pour le moment, beaucoup des transgenres ne veulent pas entendre ça. Et tu sais, en ce moment, peu importe ce que tu dis, tu sais quoi, il y a une transgenre qui m'a dit une fois, parce que je signais une lettre de Daria, je me rappelle plus son nom, et cette personne parlait de moi, je lui ai pas donné le droit de parler de moi. Moi, je lui envoie un message. Je lui dis, mais excusez-moi, vous n'avez pas ma vécu et vous avez votre vécu. Mais par contre, tout ce que vous faites en sorte que les enfants soient protégés. En fait, vous pouvez faire, tant que vous êtes adulte, vous faites ce que vous voulez. Mais un enfant reste un enfant et il faut pas imposer ça. Eh ben, écoute, si tu dis quoi que ce soit maintenant, tu es transphobe. Vous vous rendez compte, moi, transphobe, j'ai quand même ouvert la place pour que vous puissiez avoir le droit d'en parler maintenant. Moi, je suis bien placé pour savoir ce que les gamins ont vécu, ou ce que les gamins peuvent vécu, parce que je l'ai vécu moi-même. De la même façon que je dis que Bilal Hassani, il a du talent, mais on est en train de justement oublier qu'il a le talent parce qu'en fait, on est en train de focaliser sur son carapace, son emballage, son aspect féminin et en fait, on est en train d'oublier que ce gamin, Moi, je suis désolé, à un moment, laissez le gamin le temps de faire ses expériences pour en arriver à la décision que lui, il a envie, en fait. On ne doit pas imposer. À votre avis, pourquoi toute cette euphorie autour de tout cet engouement autour de cette éducation sexuelle, d'apprendre toutes ces choses aux enfants? Est-ce que vous pensez que c'est pour arriver à un mode non genré? Est-ce que c'est ça le but? Non, je pense pas. Je pense pas. Il faut que tu saches quelque chose. En fait, il faut arrêter. Toi, la science nous dit. C'est la science qui a dit. Quand tu es né, eh ben, écoute, tu es né deux genres. Deux genres existent. Plusieurs sexualités existent. Toi, il y a le masculin, tu es né homme, ou tu es né femme. Après, l'homme et femme, quand vous êtes né, vous avez d'autres sexualités. Votre sexualité, c'est hétérosexuel, homosexuel, bisexuel et tout ce que tu as envie. Ça, c'est ton problème. Parce que tu es grand, tu peux faire ce que tu veux. Mais là, laisse le gamin le temps de pouvoir le faire, en fait. Et après, il y en a, en fait, dans chaque... Parce que maintenant, en fait, dans la communauté alphabet, il y a maintenant quelque chose qui s'appelle Gay Against Groomers. Et c'est pas tous les gays qui sont d'accord avec ça. Malheureusement, la presse et le mass media veulent tout simplement que vous entendez une partie ou une côté de le narratif. On va tout le temps inviter les mêmes personnes qui vont dans le narratif que la presse veut que vous y allez. Mais toutes les personnes qui sont contre cette narrative, on les invite pas. Surtout les gays ne sont pas pour ce qui est en train de se passer. Et eux, ils ont un problème avec une lettre d'alphabet qui sont dans la communauté alphabet, qui est une communauté. Et dans la communauté alphabet, il y a plusieurs communautés. Et cette communauté, en fait, c'est une communauté qui existe. Et dans cette communauté, il y a d'autres communautés qui existent. Il y a quoi? Parce que aussi, il faut rectifier certaines choses, parce qu'il y a une confusion de gens aussi. Et c'est ça que je ne veux pas imposer aux enfants. Laisse le gamin le temps d'apprendre. Et la confusion de gens, dans la communauté T, vous avez
les drag queens. Il faut savoir c'est quoi un drag queen. Le drag queen, c'est cette espèce de créature née sous le dance floor dans les années 70, 80 pour amuser les galeries, dans les boîtes de nuit, des choses comme ça. C'est beau, c'est bien fait, ça peut être vulgaire, des choses comme ça. Mais par contre, c'est un boulot. Il faut pas oublier ça. Il y a aussi les transformistes. Les transformistes, c'est des hommes qui s'habillent en femmes, mais pour le besoin de travail, en fait, et ces personnes-là vivent un homme aussi. Il y a aussi les travestis. Les travestis sont des personnes, malheureusement, qui s'habillent en vêtements féminins, mais pour faire un travail dit sexuel. En fait, ces travestis-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ajouter des seins. Ils vont pas. Ce sont des péripaticiennes, c'est ça? Exactement, quelque part. En fait, ils vont ajouter des seins. Ils vont pas faire la transition, des choses comme ça. Parce que s'ils coupent le bas, eh ben, écoute, les hommes ne viennent plus. Parce qu'il y a la perversité dans tout ça aussi. Ça, c'est des travestis, en fait. On va me regarder, on va dire que je suis une travestie. Je suis pas une travestie. Je suis tout simplement un homme qui cache sa nudité le plus élégamment possible. Si moi, je suis une travestie, eh ben, encore, l'hypocrisie de la société aujourd'hui, c'est le prêtre est une travestie. Quelque part, il porte une robe. Un arabe, quand il porte le djellaba, c'est une travestie, il porte une robe. Et quand vous avez un problème avec la loi, vous allez voir une travestie parce que le juge, les avocats, ils s'habillent en robe. So, pour moi, il faut arrêter. Et là, nous avons les transsexuels, les personnes qui disent, je peux concevoir que tu n'es pas bien dans ta peau d'homme et tu penses que toi, tu dois être femme, ne viennent pas me dire que tu es né homme, mais tu es femme à l'intérieur, en fait. Moi, je pense, et moi, je suis pas en train de dire, si toi, tu es un adulte et tu as envie de faire, et tu es physiquement, mentalement, psychologiquement apte de le faire, fais-le. Ça, c'est ton choix, en fait. Mais un gamin ne comprend pas tout ça, en fait. So, moi, quand la personne, il change de sexe et il devient une femme, à l'époque, à ce moment-là, une femme que tu es, en fait. So, pour moi, je ne vois pas pourquoi maintenant, il faut créer une autre communauté de femmes maintenant qui est en train de se battre avec des autres femmes biologiques maintenant. Parce que maintenant, on est en train de dire, oh, vous êtes une femme transsexuelle et vous êtes une cis-femme. Une cis-femme, on n'a jamais entendu ça parler soudainement. En fait, des cis-femmes existent, en fait. Et maintenant, il y a un concours, tu vois, et toutes ces choses-là, c'est un peu confus, en fait. So, moi, quelque part, il faut pas oublier que les personnes qui font la transition, si tu deviens une femme, parce que beaucoup des hommes me demandent, je vous le dis, parce que je parle, tout ce que je vous dis, je parle d'expérience, en fait. Vous ne croyez pas tous les jours que les hommes me disent, Vincent, tu as 58 ans, tu es très jolie, pourquoi ça se fait que vous ne changiez pas? Non, je n'ai pas envie de changer, en fait. Si vous voulez une vraie femme, elle est très jolie, allez la voir. Je suis pas en compétition avec elle. Mais si je décidais que moi, Vincent, j'ai envie de devenir une femme, moi, je deviens une femme à part entière. Je vais pas me mettre en compétition avec une femme à vouloir être... Non, moi, si je deviens une femme, j'ai envie de me mettre avec un mec, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants, tu vois, avec lui, adopter, parce qu'il y a beaucoup des enfants qui ont besoin d'amour, en fait, adopter. Mais si je deviens une femme, c'est pour rentrer dans une communauté et dire femme travestie. Mais c'est quoi ça? Tu vois, moi, j'ai un problème avec ces genres de choses-là. Et pour moi, ça me choque, en fait. Et ce qui est vraiment très drôle, il y a certaines personnes qui arrivent, moi, j'appelle des Johnny come lately. En fait, Johnny arrive en retard. Il décide, eh ben, écoute, je suis pas bien. Eh ben, écoute, moi, je fais devenir une femme. Et eux, ils font la transition. Et moi, quand ils font la transition, eh ben, écoute, il y a une espèce de vulgarité, ils se mettent dans la drogue. Eh ben, écoute, ils sont en train de... Moi, je suis désolée, si tu deviens une femme, toutes les femmes, elles sont pas là en train de poser à poil, elles sont en train de... Mais excusez-moi, quand tu es photographe de mode, quand tu es mec, et finalement tu deviens une femme,
Tu vas pas poser le cul de ton mec ou ton cul à poil tout le temps, tu vois, sur les réseaux sociaux, parce que c'est la seule façon que vous allez trouver de la validation, ou aller sur les plateaux, ou être agressif tout le temps parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi. Je respecte tout le monde, tu vois. Mais si je deviens une femme à part entière et je vais faire en sorte d'aider les femmes. Et moi, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Parce que je dis, pas parce que tu es une femme et tu travailles, malheureusement, c'est comme ça, dans un monde très homme, tu devais prendre l'aspect d'homme. Tu peux rester femme et avoir, je milite pour les femmes aussi. Je suis quelque part féministe, mais le féministe toxique, ça me gave, en fait. Je suis pas comme certaines personnes, tu vois, qui se disent féministes, mais malheureusement, quand elles doivent aider les femmes ou ramener les femmes vers le haut, elles sont pas là, en fait. Moi, pourquoi faire une émission de télévision, vous mettre beaucoup de femmes ensemble, elles sont tous différentes, elles ont tous des portefeuilles différents, mais vous le mettez ensemble pour le critiquer l'un à l'autre et vous vous dites féministe. Moi, tu vois, moi, cette contradiction ça me fait chier. Vraiment, toutes ces contradictions. So, pour moi, si je deviens une femme parce que je veux pas continuer à faire de la prostitution. J'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire des choses proprement et j'ai envie d'aider ma dite communauté, ou la communauté des femmes. Moi, je suis désolée, vous allez pas arriver, Johnny Come Lately, avec tout ce que la femme, elle a fait, le droit de voter, le droit de terminer des grossesses, des choses comme ça. Les femmes ont vécu des choses, beaucoup. Vous allez arriver de nulle part et vous pensez que vous allez passer devant les femmes. Oh, vous devez avoir le droit. Moi, je trouve ça mais hypocrite que Caitlyn Jenner, elle est arrivée de nulle part, on lui donne femme de l'année. On a tous juste oublié certaines femmes qui sont battues pour des choses. Et Caitlyn Jenner, c'est un exemple même de Johnny Come Lately. En fait, elle est arrivée de nulle part. Un an après sa transition, elle devient femme de l'année. Mais excusez-moi, quelle hypocrisie. Moi, je peux pas être d'accord avec des choses comme ça. Et si ça gêne la communauté dans les choses, tant pis pour eux, mais je ne suis pas transphobe, en fait. Je dis la vérité. Et quand tu dis la vérité, c'est celui qui dit la vérité qui est la personne le plus haïe, en fait. Et moi, je suis là pour mettre le bas droit, pour leur dire, vous pouvez faire, je suis pas contre, mais par contre, faites très attention. Il faut pas non plus laisser la politique rentre dedans et manipule ce que vous voulez faire, parce que la politique, ils voient aussi ils tirent leur épingle de jeu, en fait. Ils tirent leur épingle de jeu. Et pour moi, c'est ça. Chaque fois je vois, on se fait manipuler, mais certaines personnes sont tellement avides de notoriété, écoute, ils s'engouffrent. C'est la même chose pour, tu vois, l'obésité. Moi, la chose le plus horrible qui est arrivée en ce moment, c'est quand on est en train de glorifier l'obésité dans la presse mode, en fait. Quand on regarde quelqu'un comme Lizzo qui s'est engouffrée dans le body positif et c'est elle-même qui est en train de traiter des personnes qui travaillent avec elle de grosses pour moi. Toutes ces choses-là, ça m'érisse la peau et ça m'agace. En tout cas, le message est passé. L'autre message, j'imagine que vous voulez faire passer, c'est aussi de protéger nos enfants, de protéger les enfants. Vous ne savez pas à quel point. Et on va terminer. J'adore les enfants. On va terminer, Vincent, cette interview par votre combat pour les enfants, parce que vous vous êtes promis que si vous réussissiez dans votre vie, ce serait pour aider les enfants de Sainte-Lucie, les petits Saint-Luciens et les petites Sainte-Luciennes. Et c'est quelque chose que je me d'abus sexuels. Hein. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire parce qu'il y a une association à Sainte-Lucie qui s'appelle le Blue Angel Foundation. Et moi, quand je disais que j'aimerais bien aider, en fait, ils m'ont demandé de l'aide. Eh ben, écoute, moi, je fais le nécessaire. Quand j'ai la possibilité d'en parler, quand il y a des problèmes à Sainte-Lucie et ils veulent que moi, j'en parle, quand les associations de toutes, mais je toujours dis, combattre les enfants et les femmes abusées. Je l'ai jamais dit que les enfants. J'ai dit les femmes et les enfants abusés parce que je l'ai vu mon père abuser des femmes, je l'ai vu d'autres personnes abuser des gamins. Pour moi, c'est un combat qui me touche personnellement. C'est pour ça que je dis tout le temps, leave the kids
alone. Tu vois, laisse les enfants tranquilles. Et quand je vois des communautés en train d'utiliser des enfants, en train de passer par le chose, moi, je vois toujours the big picture. Je vois toujours à l'extérieur de la boîte et je vois toujours plus loin. C'est pour ça que je dis, il faut faire très attention parce que avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment, on est en train de accaparer un mouvement, on est en train de manipuler le mouvement, on est en train de politiser le mouvement, tout simplement parce que quelqu'un va gagner quelque chose. Qui va gagner quelque chose? En fait, on est en train de mettre tout en place pour normaliser la pédophilie. Et je vais tout faire pour essayer de empêcher qui que ce soit de faire de mal à des enfants, surtout. Un enfant, jusqu'à l'âge de 18 ans, avant 18 ans, je vais faire le nécessaire pour en parler, pour donner. À partir de 18 ans, le gamin, il a le droit. Mais par contre, il faut non plus pas oublier, et beaucoup de gens oublient, les traumatismes, tu vois, qui peuvent se passer après les opérations, après les transitions, parce qu'on peut pas revenir en arrière. Non seulement on peut pas revenir en arrière, il faut aussi parler d'une grande nombre de mortalité, tu vois, de suicide de ces personnes-là, parce que eux, ils croyaient que le pélusse était plus vert sur l'autre côté et finalement ils réalisent ce n'est pas du tout comme ce que eux ils ont pensé, il peut plus revenir en arrière. Ah ben écoute, là aussi cette mortalité, il faut prendre en considération ce traumatisme. En fait, il faut prendre en considération, il faut vraiment réfléchir et surtout, je fais un appel aux parents en fait. Et je dis, arrêtez de vivre par procuration la sexualité de vos enfants. En fait, laissez le gamin le temps, tu vois, jusqu'à l'âge de 18 ans, de pouvoir faire le choix. Tu peux accompagner le gamin parce qu'il y a tout un travail psychologique à faire. Il faut pas commencer à bloquer certaines choses, à donner des hormones très tôt. Ce n'est pas bien parce que peut-être à un moment, le gamin va décider non, j'ai envie de revenir, j'ai envie d'être et on n'en parle jamais en fait. So, pour moi, eh ben, écoute, si je peux donner ma notoriété, ma visibilité, je parle dans une plateforme, bien évidemment, à travers le travail que je suis en train de faire, qui est acteur dans les pièces de théâtre, parce que je terminais une pièce de théâtre l'année dernière, je suis en train de commencer une nouvelle pièce de théâtre cette année avec Eric Collado qui s'appelle Improbable. Je suis très content de pouvoir travailler. C'est quelque chose que j'ai toujours émis le souhait parce qu'on parle tout le temps de l'inclusion, on parle tout le temps de la diversité. Mais malheureusement, dans la famille télévisuelle, il y a des familles qui existent parce qu'il y a la famille Hanouna, il y a la famille, comment il s'appelle? Ruquier, il y a la famille. Va pas les citer, mais il y a leur faire de publicité. Mais c'est pas de la publicité. Mais les familles existent et c'est difficile de rentrer dans la famille, en fait, parce que malheureusement, si tu ne fais pas partie de la famille, tu n'as pas la visibilité pour avancer et faire d'autres choses. Or, j'ai toujours émis le soin de vouloir faire autre chose, de vouloir présenter, pourquoi pas, une émission à la Oprah Winfrey ou à la David Letterman, un late night show. Pourquoi ne pas avoir un rôle récurrent dans une série télévisée parce qu'en ce moment, on le voit dans Orange is the New Black, on le voit aussi dans Ali McBeal, on le voit dans toutes ces choses-là. C'est dommage que nous, on doit rester, si vous voulez, sous l'extérieur en train de regarder à vouloir entrer et on va pas nous faciliter les choses pour ouvrir. Et quand tu vois une personne comme moi qui a ouvert le chemin, pourquoi les gens me sollicitent toujours? C'est parce que, en fait, j'ai quelque chose que le public veut, tout simplement. En tout cas, d'après ce que j'ai compris, on va bientôt vous retrouver sur les planches, au théâtre, avec Eric Collado, dans l'homme que je suis. Dans Improbable. Ça, c'est mon livre. Ça, c'est mon livre. Parce que la réédition, c'était le premier et ça, c'était le chose. Oui, dans l'improbable. Vous nous tiendrez au courant. Avec grand plaisir. Je rappelle donc là, la réédition de votre livre, L'homme que je suis. Exactement. Merci Vincent. Merci Kate. Merci cette interview sans langue de bois. Merci de
ça manque à la télévision en ce moment parce que maintenant, en fait, c'est pour ça que je préfère, si vous voulez, les directs, parce que dans le direct, tu peux dire, mais maintenant, tout est... vous tout voyez est bien, coupé. on enregistre dans les conditions du direct. Et ça, c'est important. rien ne sera coupé. On manque des choses comme ça, c'est un peu Rien dommage. ne sera coupé, Vincent. Merci. Avant de terminer, je vais vous inviter à signer notre livre d'or, si vous avec êtes d'accord. plaisir. Voilà. Avec plaisir. En attendant, je voudrais rappeler que le média en 442 est un média créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média entièrement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien et encore moins de subventions. Nous ne recevons aucun financement extérieur. Seuls vos dons et vos abonnements depuis le mois de septembre sont notre unique soutien. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Et j'appelle les gens à vous donner, on vous offre ces dons vous avez besoin parce qu'on a besoin plus des médias qui sont ouverts et qui nous laissent entendre et qui a l'autre côté de narratif. C'est très important. Merci Vincent. C'est de moi. À bientôt. À très bientôt.